Bona tarda. Molt benvinguts a aquesta segona sessió. Recordeu que ahir vam tenir realment un fet històric, que és que per primera vegada vam poder presentar poetes en llengua corsa, traduïts per poetes catalans al català, amb edició de l'Hebreu, que us recomano de llegir. Tot això es deu a una operació interessant que vam començar ja fa gairebé un any amb en Francesco Durazzo, que és, diguéssim, l'ànima d'aquesta germanor, diguéssim, d'aquest acostament entre la llengua i la cultura corsa i la poesia corsa i la poesia catalana. Avui us deixo de seguida amb ells. Parlarem de quina és la posició de la normativa corsa actual, com està, la situació en comparació al català i els punts en comú. Parlàvem un moment abans que tot aquí hi ha unes diferències evidents, perquè al català tenim una normativa estable i el cors no. Tot i així hi ha uns punts molt semblants a comentar. Per tant, tenen la paraula ell i sobretot gràcies per ser aquí i per poder compartir aquest espai de dues llengües més que cosines germanes. Quan vulguis, Francesc. Moltes gràcies, Lluïsa. Moltes gràcies a l'Ateneu per rebre els cursos aquesta nit, per aquesta vesprada. Molt agraït per l'acollida espectacular dels catalans, com sempre. I el tema que hem previst de tocar aquesta nit és el català com fem. El català i el cors davant el repte de la normalització. La normalització que és una cosa ja en marxa a Catalunya des de molt de temps, em sembla, però s'ha acabat o no s'ha acabat? Sí, és una qüestió que no? I també és un problema important per els cursos, òbviament. Tenim aquí 4 professors importants. El més jove, començarem amb el més jove, que és Francesco Maria Runeschi, que va llegir la seva tesi doctoral en llengua general, lingüística i fonètica fa uns anys, fa uns quants anys, sobre el vocabulari cors de l'agricultura i que forma part del programa de recerca del Banc de Dades de la Llengua Corsa. Aquí tenim Pasqual Ottavi, que va ser un dels pioners de l'educació bilingüe des de ben jove, després assessor pedagògic, professor de cors, formador, també un lingüista, un sociolingüista que va fer la tesi doctoral sobre l'educació i el tema de l'ensenyament bilingüe. I també és poeta, escriptor, novel·lista, contista, etc. Per la part catalana tenim José Enrique Gargallo, que és filòleg, lingüista valencià, doctor en filologia romànica, catedràtic de filologia romànica de la mateixa universitat, no? És veritat? I també és membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en el qual dirigeix la digitalització de l'onomasticon catalanois de Joan Coromines. I entre moltes coses que no puc contar perquè no hi ha molt de temps, seria una nit de presentació. I aquí tenim també el Miquel Àngel Pradilla, que és professor de sociolingüística catalana i en aquest sentit molt proper dels temes que toca i que va tocar sempre el professor Ottavi. És membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i membre del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya, etc. També podria parlar molt del seu treball, del laberint valencià, que és molt interessant per nosaltres cursos perquè
es un especialista de las diferencias también entre la normalització aquí i el que passa també a València, no? És això. Donc, hi ha molts temes que podríem tocar i no sé si arribarem a bon port, però per començar... Puoi dire che un canale lui sta senta l'interpretazione, perché vedo che c'è gente che scombatti con... Ah. Il faut juste mettre la chaîne 2. Ah. O Ganari 2. Ah. Canal 2. O Ganari 2. Digia. Donc il faut éteindre, rallumer, choisir 2. Donc, en comú, el català i el cors són dues llengües, les varietats de les quals permeten afirmar el caràcter polinòmic, segons la terminologia definida per Marcheresi i acceptat per tots a Còrsega. En efecte, estem davant d'una llengua única que està formada per varietats estretament vinculades entre si. Estretament, més o menys, aquest és el problema també. I amb un vocabulari comú, però no unitari del tot, i algunes diferències morfològiques i fonètiques que potser són més importants a Còrsega que a Catalunya. No ho sé, també és una pregunta. Donc, la primera pregunta que m'agradaria fer a Francesco Maria Lunéschi i José Enrique Gargallo és la següent: com gestionar aquestes diferències en el vocabulari, en l'ortografia, no sé. Bé, em sentiu? Amb la meva condició de romanista, jo miro i admiro l'espai romànic com un tot que hereta el llatí i que és el conjunt d'una suma de diversitats. Articular aquesta diversitat en forma de llengües, quines, quantes són, i dins de cadascuna d'aquestes llengües les pròpies varietats, no és una tasca fàcil. De fet, parlava fa un instant amb el company Pradilla d'una publicació de l'any 2004 que correspon a un cicle de conferències de l'any 2000 a la Universitat Rovira i Virgili, on es parlava de la realitat plurilingüe de l'estat espanyol, i jo vaig contribuir amb un treball que és octaedro, és fàcilment consultable, no en línia, on em servia del títol La diversitat lingüística i la diversitat dels lingüistes. De moment no estic responent el que m'han preguntat, però ho acabaré fent. Per què la diversitat lingüística, que diguem que és la que és i a la qual respon l'entitat que anomenem corso, llengua corsa, i l'entitat que anomenem català, alguns voldran dir valencià, suposa, evidentment, no una uniformitat absoluta, sinó una relativa varietat. Si els presents i els presents d'aquest cantó fan ara mateix l'exercici de pensar, poden fer-ho fins a l'hora d'anar a dormir, una llista de les que consideren que són les llengües romàniques a dia d'avui, i si demà lliuressin els papers en una bústia o de manera telemàtica o en un doodle o d'alguna manera, veuríem que no tothom veia la mateixa realitat que és el món romànic amb els mateixos ulls, perquè no triarien ni trobarien les mateixes llengües en tot l'espai romànic. No és el mateix el cas del romanès, amb les seves varietats històriques, algunes de les quals estan prou lluny tipològicament de la llengua, diguem, matriu, que seria el dacoromanès. Per exemple, l'historomanès. És el l'historomanès actualment una varietat del romanès? En parlarem en una altra taula rodona, potser, si hi ha ocasió. És el gallec una realitat vinculada encara al portuguès? Podríem parlar-ne. Modernament diríem que el gallec i el portuguès són dues realitats que mengen a part, tot i que molt a prop l'una de l'altra. Existeix un gallec de Càceres? És un tòpic, és un lloc comú que jo faig anar, perquè si algú no en tenia notícia, hi ha tota una
bona part de comunitat acadèmica gallega que pensa que sí, i jo penso que no. El cors, o la llengua corsa, i el català són dues llengües, dues entitats romàniques que presenten una diversitat interna que no entorpeix de manera dificultosa la comprensió interna. Jo hauria de saber més cors i més la realitat de l'espai cors, i he estat diverses vegades a Corte, a Ajaccio, Bàstia, i la percepció que tinc no és prou bona, però tot em fa pensar que dins l'espai cors hi ha una intercomprensió molt raonable i que hi ha una variació que permet precisament als especialistes en dialectologia, com ara la professora Stella Retali Medori o Marie-Jo d'Albera, fer la seva feina, perquè fora molt trist que tot fos igual. Què faria el nostre Joan Beny? Què hauria fet en la seva vida el nostre Joan Beny, gran romanista i catalanista, si no hi hagués una variació en l'espai del català? Una variació en l'espai del català que, a veure, soc membre de l'Institut d'Estudis Catalans i no podré dir mai que no formen part d'un mateix món lingüístic, d'una mateixa llengua. Si de cas, i aquí anant cap a les vostres illes, Còrsega i Sardenya, potser diria que la varietat de català, que ara com ara s'allunya més d'un estàndard general, no dic estàndard en el sentit de l'estandardologia, sinó del tipus català, romànic català més general, possiblement sigui l'alguerès per raons òbvies de convivència amb l'italià, amb la proximitat amb el sard, amb el sassarès, etc. Però tot i així, home, els que parlem català, i per qui no em conegui, jo diré que parlo el català com a llengua adquirida, perquè jo soc castellano parlant de mena. I això, aprofito per dir-ho, no sé si m'ho haurien acabat preguntant, però em fa il·lusió dir-ho, que un país, una nació, un espai, un territori com el de la llengua catalana aculli a un noi que ve aquí de ben menut, que no coneix la llengua, que l'acaba aprenent i que l'aculli dins del seu si acadèmic, bé, no pot més que a mi, concretament, emocionar-me. Torno i potser hauria pogut contestar molt més planerament dient, home, i tant que les varietats del cors permeten una intercomprensió i les del català permeten una intercomprensió. Potser, en principi, ja que el català té més espai de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer, hi ha més espai per haver-se eixamplat la diversitat interna, i Còrsega és la part bona de ser un país petit, un espai prou menut, de manera que la diversitat interna no pot ser segurament, i aquí m'arrisco, tan important com la que presenten les varietats del tipus romànic sard a Sardenya. Pròpiament el sard, no parlo ni del sassarès ni del galurès, naturalment, ni de Carloforti i Calaseta, sinó del tipus sard. El sard presenta una diversitat interna fortament més marcada que el cors, i si algú creu que no, que em corregeixi. Francesco Maria, sobre aquest punt de la diversitat del vocabulari, de les varietats del cors, s'ha de reduir aquesta varietat? Es redueix? Alors, vous avez évoqué la langue polynomique qui, dont les bases ont été posées dans les années 70, en particulier avec la publication de Marcellesi en 1974. Et les études de dialectologie, donc la documentation de cette diversité linguistique peut accompagner ce processus d'élaboration, puisque le principe de langue polynomique repose sur la connaissance de la variation dialectale à cette époque, on va dire, et finalement, au fil des décennies, la partition dialectale s'est précisée au fil des décennies, jusqu'à arriver à la partition dialectale qu'on connaît aujourd'hui autour de 4 aires dialectales corse plus une sous-division. Et c'est donc cette description qui s'est affinée, donc qui part essentiellement d'une description phonétique, phonologique, mais aussi qui évoque aussi des partitions qui sont d'ordre morphologique, peuvent re-questionner, selon moi, aujourd'hui, la question de la langue polynomique, et donc parallèlement aussi s'est développée toute la didactisation de la langue. Et aujourd'hui, je crois qu'on pourrait re-questionner les fondements qui ont permis la didactisation du corse, comme le concept de régiolecte, puisqu'on peut
aussi insister sur le continuum dialectal, puisqu'on a avancé sur cette description-là, afin de pouvoir arriver à une normativisation, puisqu'on part du principe qu'il y a effectivement une forte intercompréhension. Et vraisemblablement, il faudrait aussi peut-être questionner les représentations des Corses vis-à-vis de cette intercompréhension. Probablement, ça c'est un acquis de la sociolinguistique et aussi de l'intervention qu'il y a eu dans toute dans la société. Mais je pense qu'il reste dans cette diversité, d'une certaine manière, des marges qui se sont formées, puisque l'élaboration, donc avec la didactisation, avec la promotion de la langue corse, a laissé des marges, et je pense à certaines régions, comme les parlers du Faumourbe ou des parlers de l'ouest de la Corse, qui méritent une documentation plus fine, et je pense que les études de linguistique peuvent apporter ça, c'est-à-dire que les études dialectologiques ou de linguistique générale peuvent donner des clés pour la gestion de la diversité et limiter l'effet de marginalisation. Donc, limitar l'effet de marginalisation serait standardiser, non? Arribar si on peut, a un standard. Je pense que si on... Es pot imaginar un standard de la llengua corse com existeix, almenys en l'ortografia. Bien sûr, je pense que si on tutelle la diversité linguistique, je pense que les Corses ou l'usager est prêt à recevoir une norme, plurielle soit-elle, et qui a tendance finalement à faire émerger aussi des tendances qui deviennent des tendances dominantes, hein, finalement. Qu'on intervienne ou pas, on voit qu'il y a selon moi des phénomènes qui vont se développer, se diffuser, prendre le dessus. Il y a des variétés émergentes qui sont ou peut-être néo, avec des effets d'interférence linguistique, mais on voit qu'il y a des tendances évolutives qui sont plutôt claires. Si on prend la question de l'alternance Sandy, on voit très bien que la lénition est beaucoup plus conscientisée et maîtrisée que le renforcement consonantique, par exemple. On pourrait faire peut-être un exemple. C'est-à-dire que si je fais uvoku, uvogu pour foku, ça c'est attendu et c'est généralement diffusé. Par contre, le renforcement qui est attendu après, par exemple, très très faux, on l'entend beaucoup, celui-ci fait partie des dynamiques évolutives qu'on n'arrive pas forcément à promouvoir, selon moi. Et donc, je pense que la description affinée et avoir un discours aussi sur presque une médiation autour de la linguistique et des disciplines de la linguistique et aussi autour de phénomènes qui peuvent être marginaux, peut aider aussi à la prise de conscience de cette diversité, à son appréhension. Ça peut être par raconter l'étymologie, histoire des mots. On voit que envisager la langue corse dans son espace roman peut donner des clés de compréhension. En tout cas, c'est de cette manière-là que j'approche le catalan, c'est-à-dire que c'est avec ma compétence en langue corse que je vais essayer de m'intéresser aux phénomènes qui participent à l'identité du catalan. Et ça, je pense qu'on a avancé, on arrive à diffuser ça dans la société corse et avoir finalement, je pense que les Corses, depuis le Riacuiste, depuis le revival culturel des années 70, ont une forte conscience métalinguistique. Et ça, je crois qu'on doit continuer. C'est peut-être une voie à poursuivre avec la documentation. I quin paper ocupa l'ortografia en aquesta consciència de l'unificació de la llengua? Perquè quan veig l'unificació ortogràfica del català em sembla terrible, molt forta, comparada amb el que passa a Còrsega. Què et sembla? Pots parlar d'aquest tema? Una mica. Molt bé, d'acord. Jo que no soc catalanoparlant d'origen, que he après la llengua d'adult i que he après la llengua escrita, la norma ortogràfica, considero que em perdonareu si sembla que faig pàtria catalana, però el cas, tot i els problemes que n'hi ha i n'hi ha hagut, però jo crec que el cas del català és excepcional
al món no sent una llengua d'estat pròpiament dit, ja sabem que es parla, és la llengua de l'estat andorrà, però ja m'enteneu, no és el cas de l'espanyol, ni del francès, ni de l'italià, ni del romanès, ni del portuguès, que són les grans 5 llengües d'estat de l'espai romànic. Que una llengua que no és llengua d'estat, pròpiament dita, hagi assolit... No és d'estat, però és oficial. Sí, naturalment. No és d'estat, però és oficial. És molt important. Sí, no se m'escapa que és oficial, naturalment. Però que és una llengua que en algun moment, en la seva història no tan llunyana, ha estat sotmesa a situacions precàries. Que tot i així hagi arribat a tenir un consens ortogràfic que pot conviure amb que algú escrigui seva i algú escrigui seua, que algú digui i escrigui penso o penso i algú escrigui pense o pons o pensi. Vull dir, naturalment, només faltaria. Com ha pogut passar també, l'altre dia se'n parlava a l'Institut d'Estudis Catalans, amb diverses, facetes pluricèntriques del portuguès que no a tot arreu s'escriu exactament igual. Hi ha dues grans modalitats, l'europea i l'americana. Hi ha coses que no funcionen exactament igual, però això no posa en perill l'essència de la unitat ortogràfica de la llengua. Que el català tingui aquesta salut, jo ho veig així, hi haurà qui serà derrotista o victimista o tendirà a mirar les coses pejorativament. Jo crec que cal ser, pel que fa al català, francament optimistes i considerar que ha estat un èxit des de la història del català fundacional, 1000 anys enrere fins ara, que s'hagi aconseguit una vestidura ortogràfica tan solvent i tan eficaç. Cosa que em temo que no és així per altres llengües romàniques minores, ha dit algú, que no són llengües grans d'estat, i aquí podríem entrar en diferents situacions. Una cosa és el gallec, una cosa és l'asturià, una cosa, ai, las, és l'aragonès, ai, las. Una cosa que realment donaria molt per parlar aquí, una altra taula rodona, l'occità i les seves varietats subestàndards. Una cosa és el llombard, perquè es pot escriure el llombard. Jo tinc un alumne que m'està fent una recensió, es diu Michael Dallera, i el saludo des d'aquí si per casualitat arriba a veure aquesta escena. M'està escrivint en llombard la seva recensió i jo li dic que endavant. Únicament que em podrà enganyar perquè no sabré detectar si hi ha errors ortogràfics. No podré. Però li aplaudeixo la iniciativa d'escriure en aquesta varietat de l'espai italoromànic, no dic italià, dic italoromànic, amb una coine que ell considera que és la correcta, però que sé que hi ha molts que consideren que no és la correcta. El cas del cors, el coneixeu vosaltres molt millor que jo. Jo crec que dins d'un rànquing entre una situació òptima i una situació pèssima, està més a prop d'una situació òptima que d'una situació pèssima, però això ens ho sabreu dir vosaltres. A veure el que pensa Pasqual Octavi, que va fer l'esforç enorme de considerar la normativització de l'ortografia que van fer al principi dels anys 70 i que va reconsiderar de manera útil el Pasqual Octavi. Què et sembla? Comparant amb el cas del català. Alors, je pense que, évidemment, la comparaison est utile, mais on ne peut pas se situer sur le même plan pour X raisons qu'on ne va pas évoquer ici, parce qu'il faudrait consacrer une table ronde, justement, à la genèse des situations que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, avant d'aborder directement le problème de l'orthographe, et tu l'as dit, mais j'y reviens quand même, c'est une langue qui présente une profonde unité grammaticale. Alors c'est même surprenant quand on connaît la géographie de la Corse et le mode de déplacement des populations, je dirais, dans l'histoire. Il est assez étonnant que du Cap Corse jusqu'aux limites de Bonifacio, parce qu'à Bonifacio on parlait une variété de ligurien, et si on accepte évidemment l'enclave grecque de Cargèse pour des raisons historiques, eh bien, on a un continuum grammatical qui permet aux gens de se comprendre. Au départ, on ne se connaît pas, mais avec un peu d'effort, on peut y arriver. S'ajoute à cela, évidemment, un vocabulaire commun qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense,
Par contre, évidemment, la différence très forte, la grande variation, se situe sur le plan de la prononciation, sur le plan phonologique. Alors là, on a une typisation très forte de différentes régions. Voilà. Et c'est ça, d'ailleurs, qui peut surprendre. Alors, l'intonation du corse, parce qu'on pourrait aussi dire, du point de vue de la linguistique structurale, et si l'on se situe, je dirais, par rapport au latin, que le corse, comme le catalan, comme le français, comme l'occitan, ça n'est pas une provocation que de dire que, historiquement, ce sont tous des dialectes hérités du latin. C'est un point de vue qui peut être recevable si l'on prend une certaine posture. Bien. Maintenant, en ce qui concerne l'orthographe du corse. Alors, la première des choses à dire, c'est que n'importe quelle langue, et là, où que l'on se trouve, est marquée, alors là, on peut revenir à Saussure par deux phénomènes. La tendance à l'unification et la tendance à une forme d'éparpillement. C'est ce qu'il appelait la tendance à l'unification, la force d'intercourse, et la tendance à l'éparpillement, à la différenciation, donc l'esprit de clocher. C'est peut-être pas l'expression la mieux choisie, mais enfin, il distinguait ces deux dynamiques qui existent dans la société. Et la vérité sociale des langues, quelles qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, c'est que dans la réalité, lorsqu'elles sont parlées par les gens, eh bien, elles prennent des couleurs différentes qu'elles empruntent dans un nuancier commun, chacune d'entre elles. Ça, c'est la réalité des choses. La meilleure preuve, si je prends l'exemple de la France, c'est un élève qui a fait de l'anglais au collège, au lycée, pendant plusieurs années. Lorsqu'il débarque dans une région d'Angleterre qui est éloignée, je dirais, du centre londonien, du centre nerveux, névralgique donc, de l'Angleterre, eh bien, il est un peu perdu au départ à cause des problèmes d'accent. À tel point que dans les programmes de l'enseignement des langues, je me souviens qu'au début des années 2000, on recommandait dans les classes de première et de terminale aux professeurs de commencer à habituer les élèves à l'écoute d'accents qui ne correspondaient pas à l'accent standard. Voilà. Donc, on a commencé à prendre conscience, y compris dans les programmes de l'éducation nationale française, de cette difficulté. Alors, en ce qui concerne le corse, le premier, il y a deux grandes étapes. Dire trois, ce serait prétentieux. La première étape, c'est 1924. Ou plutôt, non, on va dire les choses comme ça. L'orthographe du corse initial, elle a été établie par des Corses, qui parlaient évidemment corse, mais qui avaient été scolarisés, qui avaient été acculturés en langue italienne, suivant un modèle culturel multiséculaire, puisque les Corses étaient formés généralement dans un réseau scolaire ecclésiastique, généralement. Par exemple, à Bastia, il y avait le collège des Jésuites. À Ajaccio, c'était la même chose. Et puis ensuite, les élèves des bonnes familles partaient faire leurs études en Italie. Et donc, la réalité sociolinguistique historique de l'île, c'est o dialetto a lingua. O dialetto, c'est la langue populaire, parlée dans toute sa variété, dans toute l'île. A lingua, c'est l'italien. Donc la langue des études, de la culture, de l'écrit, de l'économie, du droit, etc. Bon. Donc, ce couple s'est rompu, et ceux qui ont commencé à écrire le corse, ce sont des gens qui ont été formés dans le moule italien. Alors, d'instinct, le corse étant perçu, constituant, je parle sous ton contrôle, du point de vue de la linguistique structurale, l'un des dialectes de l'ensemble italique, et je dis italique à dessein et non pas italien, puisque l'unité italienne c'est 1861, eh bien, il leur a semblé naturel d'adapter les graphèmes, la façon d'écrire les sons de l'italien pour les utiliser en corse. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'orthographe du corse est née à partir de la pratique de clercs multilingues, ou au moins bilingues.
au moins bilingues. Mais souvent, ils avaient fait du latin, ils avaient fait d'autres langues. Ça, c'est intéressant à noter, c'est la première des choses. Alors, c'est si vrai que on va trouver des poèmes qui vont être transcrits à l'époque, des poèmes d'un personnage qui a vécu à l'époque de Louis XIV, d'un curé qui a vécu à l'époque de Louis XIV, et dont on aurait transcrit, selon la tradition, les poésies orales. Ensuite, on va avoir un juge du tribunal de Bastia, un président du tribunal de Bastia, qui va faire une poésie en corse, écrite entièrement en corse, dans les années 1830, dans un poème héroïque-comique écrit en italien. Voilà. Donc, un juge, vous voyez le statut. Salvatore Viale. Salvatore Viale. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le premier qui a véritablement une réflexion théorique sur l'écriture du corse, c'est Paul Arrighi, un agrégé d'italien, un agrégé de langue italienne, et qui va dégager principalement le système du sandhi. Lui, il a bien perçu la récurrence du phénomène du sandhi, son importance, et il explique comment transcrire. C'est la première fois qu'on a un discours théorique là-dessus. Et ensuite, il va reprendre l'écriture de certains phonèmes qui ont été proposés par un linguiste qui ne savait pas parler français, lui qui a produit le premier dictionnaire corse, le Falcucci, Francesco Domenico Falcucci, en 1915. Voilà. Bon, donc vous voyez là, comment dire, il y a une forme d'autonomisation de l'orthographe du corse, historiquement, par rapport donc à l'italien. Ensuite, Paul Arrighi. Ensuite, deux professeurs, Pascal Marchetti et Domenico Antone Geronimi, vont reprendre les travaux d'Arrigue et vont publier un livre dans lequel ils vont énoncer un certain nombre de règles extrêmement claires. Bon, comment dire, ce sont des règles que l'université ensuite ont pu revoir de façon critique. Mais il faut quand même considérer qu'il n'y a pas d'université en Corse en 1970. Elle ne sera réouverte qu'en 1983, ou 82, 1982. Et donc, comment dirais-je, il y a à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a un vaste mouvement de tentative de réappropriation culturelle qu'on a appelé Uriaquistu. Et donc, il y a une sorte de volonté populaire qui se manifeste, des gens qui veulent prendre des cours, de la demande, des cours de Corse qui commencent à s'organiser dans les collèges, dans les lycées, et puis des cours pour adultes. Et donc, ce manuel tombe à point nommé. Et il va se trouver que la conjonction de cette demande d'apprentissage de l'écrit va rencontrer ce manuel qui correspond à un besoin. Et donc, en quelques années, sans institution, eh bien, cette orthographe, sur le tas, informellement, va s'institutionnaliser. Voilà, sans le secours d'une académie, sans le recours à des programmes officiels, à aucune référence. Voilà. Donc, c'est une forme d'autogestion de la langue. Je pense que l'on peut dire cela. Et donc, c'est un système qui fonctionne depuis les années 70 et qui, par la suite, a rencontré une première validation scientifique avec les travaux de Marie-Josée d'Albera Stefanacci, parce que dans son premier livre, Langue corse, une approche linguistique, elle a justifié, en quelque sorte, elle a justifié théoriquement la façon dont on écrivait. Voilà. Et là, on a eu un apport scientifique, je dirais. Il y a eu d'abord un travail culturel et intuitif, et ensuite il y a eu une confirmation scientifique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous vivons encore sur ces acquis. On peut dire qu'il y a une forme d'écriture qui s'est généralisée. Il y a quelques zones d'ombre. Alors après, bon, c'est... Si. La C intervocalica, par exemple. Alors, oui, il y a quelques zones d'ombre. Par exemple, la C intervocalica. Peut-être... On va prendre un autre exemple. La C intervocalica. Si on part du latin, focus,
Voilà. Donc, en Corse, on a aujourd'hui une coexistence d'une prononciation forte, foku, et d'une prononciation affaiblie, sonorisée, fogu. Voilà. Mais quand on étudie la dynamique des consonnes, on s'aperçoit que la tendance, elle est à la sonorisation et à l'affaiblissement. Voilà. Ça, c'est une considération à la fois diachronique, dans le temps long, et synchronique, dans la réalité. Ce qui domine aujourd'hui par rapport à cet exemple précis, eh bien, c'est que la sonorisation a pris le dessus sur, je dirais, la prononciation ancienne. Alors après, on peut prendre un autre exemple, toujours sur la même consonne intervocalique, à partir du mot français « lac », qui vient du latin « lacus ». Alors, aujourd'hui, contrairement à foku, fogu, plus personne ne dit laku, laku, que. Aujourd'hui, on dit soit lagu, soit laou. Bon, très bien. Alors, comment écrire? Alors aujourd'hui, pour moi maintenant, il y a une distance entre ce qui est écrit et la réalité phonologique. Pourquoi? Parce que, et ça c'est Marie-Josée d'Albera qui l'explique, le mot lacus en Corse a connu la sonorisation toscane, donc au Moyen-Âge. Et donc il est arrivé sous la forme lago. Et donc c'est le lag ou le gueux qui, naturellement, linguistiquement, a tendance à devenir une semi-consonne. On passe de gueux à oueux. Donc, et là, je me suis engagé personnellement, j'ai dit, il ne faut plus écrire lag ou avec un C, puisque, avec la lettre traditionnelle, puisque ça ne correspond plus à aucune réalité, mais il faut l'écrire avec le gueux, parce que la tendance naturelle du gueux, quand on prononce, c'est de devenir une semi-consonne oué. Voilà. Parce qu'après, on perçoit, je dirais, la dynamique des sons. Et je pense qu'aujourd'hui, l'orthographe du corse, si on veut la formaliser, il faut la formaliser en tenant compte de la dynamique diachronique et synchronique des sons dans l'espace insulaire. Je peux ajouter juste un mot. En fait, le plus difficile dans la codification orthographique, c'est de traiter la thématique des emprunts, qu'ils soient emprunts savants ou emprunts résultats de certaines époques de la langue corse, comme la toscanisation. Bien sûr, il y a toute une problématique, parce qu'on doit encore s'équiper en matière d'étymologie. On doit faire des progrès sur cette thématique. Et c'est ça qui crée la difficulté, et aussi comment le transmettre, puisqu'on implique dans les choix orthographiques aussi et les locuteurs et les usagers de l'orthographe. Donc il y a toute cette dimension qui sera traitée. Après, sur la question du continuum linguistique, finalement, il pouvait être attendu, je pense, par rapport justement au système de circulation. Moi, j'ai fait ma thèse sur le lexique de l'élevage, et alors ça aurait pu être attendu ou pas, parce que j'attendais un lexique qui est plutôt sectorisé, spécialisé, et en réalité, les données dialectales montrent que c'est un lexique qui est très usuel, très courant pour les gens qui sont même, pour les générations les plus anciennes, qui ne sont pas aujourd'hui du métier, on dirait. Et d'une certaine manière, la circulation montre que le lexique, en tout cas pas forcément les aspects morphologiques ou phonétiques, mais le lexique voyage énormément, et on voit même une compétence, donc c'est-à-dire au moins une connaissance de l'ensemble des géosynonymes, même s'il y a plusieurs mots, plusieurs formes pour dire un même concept, même s'ils ne sont pas actualisés par le locuteur les connaît, et ça depuis bien longtemps. Donc ça fait le résultat de la projection de ce lexique sur des cartes, finalement, propose un continuum qui va bien au-delà de celui de la seule représentation sociolinguistique. On va vers une démonstration de cette circulation des phénomènes au sein du territoire. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudra analyser, et ça sera un peu plus compliqué. Je crois qu'on doit passer à une sociolinguistique urbaine, puisqu'on a on va dire les 2 tiers de la population qui sont concentrés autour de pôles, autour d'Ajaccio et Bastia.
Moltes gràcies. Voldria donar la paraula a Miquel Àngel Pradilla sobre el paper de la variació sobre la societat, sobre el concepte d'estandardització i també sobre el concepte d'unitat del poble catalanoparlant. Bé, deixeu-me dir que és un plaer ser avui aquí. He escoltat molt atentament els meus col·legues. Intentaré ser breu. A veure, jo crec que és fonamental per establir un contrast clar, de presentar una mica quin és el target, quina és, diguem-ho així, la definició de la normativitat associada al català. Nosaltres estem immersos avui en dia en un procés, diguem-ne, de reestandardització a partir d'una estandardització que descansava en una norma embrionària al primer terç del segle XX, on Pompeu Fabra va ser, diguem-ho així, l'ideòleg en un institut d'estudis catalans que va modular també les seues aportacions. Però, arribats al segle XXI, la llengua catalana ha experimentat un procés de compleció a nivell normatiu i això, d'alguna manera, diguem-ne, té una ideologia al darrere. Hem començat amb l'ortografia de la qual se n'han fet unes petites modificacions, cosa que vol dir que estava assentada de manera important. Sí que hi ha hagut una compleció important amb la gramàtica, amb els recursos expressius morfosintàctics, i s'està treballant amb un diccionari, amb un nou diccionari amb la mateixa línia, en definitiva, de la ideologia de la gramàtica, diguem-ho així, més acollidora amb la diversitat lingüística. Aquest és una mica el dibuix d'una normativa que ja us dic que està en un procés de compleció, jo en dic, m'agrada dir-ne reestandardització pel que vindrà ara. És a dir, tenim una normativa de base composicional que no descansa en una única varietat de les múltiples que hi ha, i a més tenim una composicionalitat polimòrfica, amb alternatives morfològiques, com dèiem, el meu a meva, la morfologia nominal, però també la morfologia verbal. Tenim alternatives, composicionalitat i polimorfisme. La llengua catalana presenta un model que acull la variació, però naturalment acull la variació en el marc d'un procés de selecció, Haugen, recordeu el procés de Haugen, selecció, un mosaic de recursos lingüístics, codificació, n'agafem uns, no els agafem tots, n'agafem uns. Fem un codi, fem una norma, la posem a disposició dels usuaris, l'estàndard, i a més encara tenim una fase d'elaboració que fa que la llengua continue permanentment musculant-se amb nous termes, amb nous recursos sintàctics, etc. Què ha passat amb la nova normativa, l'actual? Que hem tornat a la fase de selecció. L'usuari, d'alguna manera, li ha dit a l'acadèmia: hi ha una sèrie de formes lingüístiques que, més enllà de si han estat o no prescrites, han continuat en una tradició formal, han continuat funcionant, i era el moment no de legitimar-les. Per tant, hem tornat a la fase de selecció, hem estat més generosos i hem modificat la normativa. Aquest és l'esquelet, diguem, de la normativa, però seria incomplet aquest esquelet si no us digués que de la normativa embrionària, la del primer terç de segle, a l'actual hi ha hagut un element clau, i és que hem passat del monocentrisme d'una entitat, l'Institut d'Estudis Catalans, codificadora i gestionadora de la norma a tot l'àmbit lingüístic, a un model més aviat pluricèntric, amb l'emergència, de grat o per força, al País Valencià, d'una nova institució normativa. Per això la reestandardització de què us estava parlant. Tenim, per tant, entra un nou agent institucional des del País Valencià i n'acaba d'entrar un altre, l'Institut del Català
a la comunitat aragonesa també per intervenir en la norma, en principi, des del seu territori específic. Hem passat del monocentrisme al pluricentrisme. Ja us dic, de grat o per força, però en els models codificadors que tenim hi ha un debat entre un model composicional i polimòrfic, que és el que defensa l'Institut d'Estudis Catalans, el fundacional, diguem-ho així, millorat en la nova normativa, i una altra manera d'entendre la gestió normativa que situaria nous centres de poder, ara mateix no tan coordinats com voldríem, que gestionen estàndards autòctons i autònoms, d'alguna manera. Autòctons i autònoms. La situació no és tan greu com podria semblar aquesta exposició ràpida, perquè penseu que continuen descansant tots en el model composicional i polimòrfic de l'Institut. Diguem que el copyright de la normativa no s'ha perdut. Però tenim, diguem-ho així, una gestió complexa avui en dia. Una gestió complexa. Aquí aniria jo, en definitiva, a presentar-vos l'espai de variació. L'espai de variació, estic molt interessat amb la polinomia del cors. Deixeu-me dir-vos una cosa. El cors i el català tenen especificitats, per descomptat, ja les veurem si parlem una miqueta de l'àmbit sociolingüístic, tenen especificitats però també tenen un denominador comú, i és que som llengües minoritzades. Minoritzades què vol dir? En definitiva, que tenim una funcionalitat deficitària, és a dir, la llengua en els usos formals, però no només en els formals, també en els interpersonals, presenta dèficits, i això és un problema per a l'estandardització, perquè allà on es debat la presència del model és en situacions comunicatives que emanen d'una certa institucionalització. L'ensenyament, l'administració, els mitjans de comunicació. Aquí és on s'acaba modelant aquest model, i aquí és on tenim diferències entre la presència del cors i la presència del català. Però totes dues, com us dic, són llengües minoritzades, funcionalitat deficitària i matriu valorativa, representació social de la llengua, també deficitària. Cada llengua necessita un model. Cada llengua minoritzada necessita un model perquè és el resultat de circumstàncies sociolingüístiques diferents. Cada llengua necessita el model. El model que necessita el català no és el model que necessita el cors. No podem fer receptes per a les llengües minoritzades unitàries. Cada llengua necessita una recepta. Perquè fixeu-vos que amb la planificació del corpus, amb l'establiment de la norma i de l'estàndard, sempre s'hi correlaciona l'horitzó de normalitat que volem per a la llengua. Com imaginem la llengua en la societat? Com la imaginem? Clar, hi ha llengües que pel seu estat sociolingüístic estan en una estricta, diguem-ho així, amb una voluntat de mera supervivència. N'hi ha unes altres que estan en processos de revitalització encara importants. I n'hi ha unes altres que voluntàriament volen l'hegemonia en el seu territori, volen l'hegemonització. Això és fonamental a l'hora de triar el model que necessiten cadascuna d'aquestes llengües en els models respectius. I segurament, i no vull allargar-me més perquè segurament haurem de treballar d'altres qüestions, segurament l'estadi del cors, l'estadi sociolingüístic, de vitalitat lingüística del cors, diguem-ne, va més enllà en la variació que el que necessita el català, que parteix de la variació, però reclama una varietat també des de la diversitat, polimorfisme, composicionalitat, però una varietat més musculada, més previsible, que puga fluir amb accents diversos, però amb una certa unitat en un ensenyament, en uns mitjans de comunicació, en una administració. I tot això, diguem-ho, adobat i conflictivitzat perquè estem en una comunitat lingüística, la unitat lingüística de la qual està conjunturalment qüestionada. Ara, en aquests moments, ja tornen a sortir qüestionaments des d'àmbits ideològics que bàsicament el que persegueixen és la liquidació de la llengua. Una unitat de la llengua
conjunturalment qüestionada, però el que sí que tenim són una constel·lació de comunitats de parla que, tal com us he dit, per a les llengües minoritzades, tenen horitzons interns també de normalitat també diferents. No és la mateixa normalitat la que es vol en el cas de l'Alguerès o la Catalunya del Nord, que busquen la mera supervivència, que el cas del valencià i probablement l'insular, però no tant, que van cap a una revitalització a mig gas, que una Catalunya i una Andorra, que d'alguna manera sí que tenen en el seu horitzó una hegemonització. Bé. Sí, vol dir que el pluricentrisme ajuda al cas del valencià a defendre's davant del català del nord, del català de Catalunya, no? El pluricentrisme ajuda en aquest sentit o és un pas endarrere? No. Ben gestionat, el pluricentrisme no necessàriament ha de ser un pas endarrere. És a dir, el pluricentrisme, en definitiva, el que fa és qüestionar una dinàmica de poder, parlem clar, que havia monopolitzat l'Institut d'Estudis Catalans històricament. Això sí, també des d'una certa pluricentricitat a través dels seus membres. Alerta! José Enrique Gargallo i jo mateix som valencians i molta de la gent, la composició de l'Institut d'Estudis Catalans és així. Però més enllà d'això, estem en uns temps, són temps de la modernitat tardana, d'aquesta postmodernitat que en diuen d'emergència de la identitat com a contrapès de la globalització. I d'alguna manera tenim una reivindicació històrica valenciana que s'ha acabat substanciant amb una acadèmia. Amb una acadèmia que, per al meu gust, diguem-ho així, va trencar la dinàmica convergent, aprofundint una mica més del que jo crec que tècnicament hauria calgut. Va tindre un canvi cap a una certa convergència i ara es troba en un moment que no sabem què passarà amb el nou poder que hi haurà. És a dir, hi ha una vinculació molt clara amb el poder. El pluricentrisme, la pregunta és, ben gestionat i ben coordinat entre les administracions i, diguem-ne, fent un cop de cap l'Institut d'Estudis Catalans també, tenint en compte que és una realitat que hem de saber-la gestionar entre tots, pot funcionar bé. Sí. I m'he fixat que alguns han volgut prohibir la comunicació entre valencians i catalans en català. Una cosa, no? Sí, bé, això ja sabeu que les dinàmiques glotopolítiques acaben influenciant. És a dir, parlem de la planificació del corpus, però estem parlant de la planificació de l'estatus, en definitiva. I una manera d'afeblir una llengua és justament dividint-la. I dividir-la no vol dir, per exemple, fabricar una llengua específica. Vol dir, per exemple, el que estàs comentant tu en aquests moments, limitant, obstaculitzant que la comunicació siga fluida. Per tant, nosaltres tenim una comunitat lingüística amb comunitats de parla diverses que dins d'elles, aquestes comunitats de parla tenen la densitat comunicativa en català, en valencià, amb la que poden negociar amb el castellà. Però entre nosaltres, entre comunitats de parla, aquesta comunicació està obstaculitzada. Està barrat, diguem-ne, tenim problemes i és fonamental per aconseguir una modelització comuna, una varietat comuna des de la diversitat. Insisteixo moltíssim en això, des de la diversitat. La nostra és una normativa tardana, de principis de segle, la llengua corsa és tardaníssima, és de fa molt poc, però estem en el mateix, diguem-ne, ambient de codificació, en la mateixa ideologia, que és una ideologia de la heterogeneïtat, no de la homogeneïtat a ultrança. Per tant, estem en el mateix cas, però, diguem-ne, amb ritmes, situacions diferents, perquè la situació sociolingüística de base, la vitalitat de la llengua, tot i que la nostra, el paradís de la catalanitat, que és Catalunya o Andorra, diguem-ne, té problemes, tenim una crisi d'usos molt important,
allà a Còrsega em dona la sensació que la situació de la llengua també té uns dèficits considerables. Pasqual, què et sembla aquesta aportació sobre la diversitat del cas català i valencià i on existeix una oficialitat que no és el cas del cors? Bon, alors, comment dirais-je, là, on n'en est pas au même stade, parce qu'évidemment, les conditions socio-historiques ne sont radicalement pas les mêmes. Nous sommes un petit peuple, une population démographiquement limitée. Ça concerne 300 000 personnes, avec aujourd'hui beaucoup de gens qui, non seulement même des Corses, qui ne parlent pas la langue tout en la comprenant, mais beaucoup d'allophones. Bon. Parce que la population de la Corse qui est réduite, quand même fortement augmenté depuis 20 ans. Lorsque j'étais jeune, il y avait, disons, 250 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à 340 000 habitants. Donc il y a une progression démographique assez forte. Ça, c'est une première donnée. Alors, en matière de normativisation, je vais donner un point de vue personnel. La normativisation me semble avancer et on peut gagner des gains de productivité, comme on dit en économie, en matière d'orthographe. Voilà. Il me semble qu'à la lumière des études qui ont été réalisées à l'Université de Corse sur la variation dialectale, on a quand même une vision globale qui permet d'identifier ce qu'on appelle le diasystème, c'est-à-dire l'unité interne profonde de l'ensemble des dialectes. Et à ce moment-là, on peut édicter un certain nombre de règles qui sont en situation de permettre à l'orthographe d'évoluer, mais à la marge, parce qu'en gros, le corpus est fixé. Ça, c'est une première chose. Alors après, en ce qui concerne, je dirais, le problème de la standardisation et par rapport à l'institutionnalisation et puis par rapport à l'acceptabilité pour les locuteurs d'une standardisation. Il est impossible, il est irréaliste, il est irréalisable d'imposer une norme unique. Voilà. Et pour différentes raisons. La première raison, c'est que, en tant que langue minorée, le corse a souffert du français présenté sous une forme hyper normée. Voilà. Il y a la norme scolaire qui pèse et qui écrase un peu, je dirais, la réalité linguistique du français et qui fait que les Corses ne veulent pas de ce carcan en ce qui les concerne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, qui est une réalité socio-linguistique importante, c'est que la réalité de la langue vécue, c'est encore aujourd'hui la réalité des différents dialectes parlés. Voilà. Y compris en ville. C'est-à-dire que les gens des villes, par expérience, lorsqu'ils travaillent dans une organisation administrative, privée, lorsqu'ils parlent entre eux, parlent chacun leur dialecte. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a des formes d'interaction. Et comme il y a des formes d'interaction, il y a aussi des mélanges et des emprunts respectifs. Voilà. Et puis, il y a aussi le rôle des médias. Alors, il y a le rôle des médias qui font circuler, je dirais, une langue nouvelle pour les Corses, dans la mesure où, sociolinguistiquement, les Corses vivaient leur langue à l'oral. C'était une langue de relation populaire, une langue de connivence. Mais il y a quand même maintenant une forme de médiatisation et de spectacularisation de la différence. Il y a des émissions d'ailleurs de radio qui valorisent, je dirais, le droit à la parole des locuteurs. Et donc là, chacun expose librement, à parité, je dirais, sa propre réalité. Après, il y a une volonté aussi des Corses de garder un lien avec leur dialecte. Pourquoi ? Parce que garder un lien avec leur dialecte, c'est garder un lien, conserver une continuité, c'est-à-dire recevoir un héritage et le transmettre.
Donc, il y a peut-être une dimension patrimoniale, mais il y a même une dimension presque ontologique, je dirais. Voilà. Alors après, il y a un risque avec ça. Le risque, si on encourage la dialectalisation, c'est que chacun se replie un peu sur sa citadelle topographique, parce que grosso modo, les dialectes correspondent à des espaces géographiques. Chez moi, on dit comme ça, chez toi, on dit comme ça. Après, il y a un autre problème. Alors, ne parlons pas de l'institutionnalisation, mais je vais quand même vous rappeler un fait. Pour bien comprendre la situation de minoration du corse, enfin des langues, ce qu'on appelle les langues régionales, par rapport au français, la norme d'État. L'Assemblée de Corse a voté à l'unanimité, toutes tendances confondues, nationalistes, non nationalistes, de gauche, de droite, a voté un règlement intérieur qui précise que les élus pourront utiliser indifféremment le français ou le corse. Alors, on ne parle pas de la variété, mais dans la réalité, c'est la variété qui est utilisée. Voilà, la variété dialectale. Bref. Cela a été attaqué immédiatement par le préfet devant le tribunal administratif. Ça veut dire que, jusqu'à présent, l'Assemblée de Corse fonctionnait sur une sorte de droit d'usage. C'est-à-dire, vous faites, tant que ça n'est pas écrit et que ça ne prend pas une couleur juridique, on vous laisse faire. Si ça prend une couleur juridique, vous avez, je dirais, la sanction du droit. Voilà. Bon, donc, et le préfet est extrêmement attentif à toutes les décisions qui peuvent être prises en matière de politique linguistique par la collectivité de Corse. On est surveillé, mais alors, c'est, comme on dit au football, du marquage à la culotte. Bon. Donc, ensuite, il y a un autre problème, qui est celui de la standardisation, d'une forme de standardisation vis-à-vis des scolaires. Je vais vous prendre un exemple. Pour dire le grand-père et la grand-mère, on a quatre mots, Missia ou Bapone, Missia ou Bapone et Cacaro, bon, qui peuvent se justifier historiquement, la question n'est pas là. Bon, par exemple, lequel va-t-on prendre? Bon, avec la polynomie, on les enseigne, ils sont tous légitimes, les uns comme les autres. Ça, c'est pas un problème, cette diversité du vocabulaire. Et puis, on peut jouer aussi avec les élèves sur le plan éducatif en disant, mais demandez chez vous, faites participer vos familles. Vous avez appris ça à l'école. Comment on dit chez vous? Ramenez ce qu'on dit chez vous, on le note. Donc, c'est extraire de la connaissance, je dirais, du milieu social des élèves et la ramener en classe pour en faire de la matière et de la valeur scolaire. Voilà, symboliquement, c'est très important. Après, il y a d'autres problèmes. Parce que quand on enseigne, on raccourcit, on simplifie par rapport à la réalité, parce que la réalité est trop complexe. Avec des petits-enfants, on apprend des choses simples, et puis plus ils grandissent, plus on apprend des choses compliquées. La course du soleil, la course apparente du soleil. On commence par observer la course du soleil. Après, bon, on s'aperçoit avec la physique, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais nous avons, par exemple, au minimum, 2 formes de conditionnel dominantes. Alors, en l'état actuel des choses, il faut transmettre ces 2 formes de conditionnel dominantes, du conditionnel présent, parce qu'elles sont très, très utiles. Mais il y a une forme plus locale. Qu'est-ce qu'on fait à l'école avec cette forme locale? Que doit diffuser l'école? Parce qu'après, il peut y avoir un problème d'embouteillage, je dirais, de l'information pour les élèves. Voilà. D'où le rôle très important de la sollicitation des familles. C'est-à-dire que, bon, est-ce qu'il ne faut pas diffuser les formes dominantes, accueillir les formes minoritaires et les faire vivre ensemble? Oui. Bon. Voilà. Alors après, est-ce qu'une grammaire corse, est-ce qu'une morphologie corse doit dire il y a une conjugaison du conditionnel présent et basta? Ça, je pense qu'on n'en est pas encore là et qu'il ne faut peut-être pas en arriver là. Voilà. Parce qu'on a vécu une histoire et il ne faut peut-être pas la recommencer dans les mêmes termes. Voilà. Alors, le risque. Alors, il y a quand même un risque dans la polynomie. En tout cas, moi, je le pense et je l'écris dans mon livre. Hein. Le risque, c'est que la polynomie n'en vienne à encourager, je dirais, ou à installer les gens dans un confort dialectal. Tout ce que je dis est légitime, donc je me contente de ce que je dis. Ce n'est pas possible.
Nous sommes aujourd'hui dans une société d'interaction et il y a aussi des gens de l'extérieur qui veulent apprendre le corse. Alors, quelle forme de corse on leur apprend? Parce qu'on ne peut pas leur parler de toute notre diversité, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de contraintes qui se posent, d'objectifs, et qui font qu'il faut trouver un équilibre un peu subtil entre les forces centripètes et les forces centrifuges. Sí, però jo entenc perfectament aquest cas en la vida habitual, social, intrafamiliar, no hi ha cap problema. La diversitat pot viure perfectament. Però quan es tracta d'oficialitat, de dret, com es fa per mantenir la diversitat? El dret, per definició, exigeix una norma, no? No es pot interpretar el dret d'una manera o d'una altra. Podria ser molt ambigu i difícil de viure en aquest sistema de dret, no? Múltiple. Jo, a veure, la norma empodera però alhora discrimina. La norma sempre exigeix una selecció i en la mesura que selecciones unes formes, per molt generosa que siga la selecció, n'hi ha unes altres que queden fora. No? En relació al meu col·lega Sart, que m'interessa moltíssim perquè realment estic treballant justament els models lingüístics de les llengües minoritzades i el de la polinomia com a, jo en diria, paradigma de l'heterogeneïtat, d'una certa, diguem-ne, autogestió, com s'ha dit, controlada, òbviament, i amb voluntat. Pot ser que s'hi canvien les coses, com un element processual, no? Diguem-ne, com unes fases a seguir per unes determinades llengües. Jo entenc el que planteja el meu col·lega Cors, però jo penso que hi ha una compatibilitat possible en la presència de la diversitat en la vida de les persones en les llengües minoritzades. Si més no, en les llengües minoritzades que tenen l'interès i la necessitat de poder disposar d'un model, no en diríem supradialectal, perquè en la composicionalitat i el polimorfisme la cosa es desdibuixa una mica, però d'un model per a la formalitat. Jo entenc que hi ha models per a l'escola que han de poder, des de la difusió d'ideologies respectuoses, no només amb la diversitat de les llengües, sinó també amb la diversitat interna de les llengües, han de poder compatibilitzar una norma en la formalitat, una norma diversa en la formalitat, però controlada, i una varietat que és la que utilitzem les persones en el 95% de les interaccions diàries, que és la varietat no pública, perquè no sempre estem fent aquí xerrades i atabalant el personal, sinó que parlem la llengua entre nosaltres. La fixació d'un repertori lingüístic respectuós on l'adequació no només siga utilitzar aquelles formes marcades per a la formalitat, que seran múltiples ja, seran múltiples, sinó també adequar per mantenir la continuïtat de la varietat tradicional, propiciar que en la resta d'experiències comunicatives la varietat geogràfica, el dialecte, fins i tot la varietat social, puga emergir i ser defensada i siga inadequat utilitzar la formalitat en aquelles situacions comunicatives. És aquí on, diguem-ho així, la didàctica de les llengües, a partir de la convergència amb una manera d'entendre la llengua, crec que pot fer camí. Si més no, pot fer camí en l'àmbit de la llengua catalana, crec jo. I Francesco Marí, aquesta percepció de la diferència, de la variació, no podria obstaculitzar el sentiment de pertànyer a un món únic, a un món cohérent? Alors je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on est confronté, on n'est pas à l'époque de la dialectalisation.
je pense que le risque qu'avait évoqué Pascal, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui face à la légitimation de production, d'usage qui sont de l'ordre de la parole, c'est-à-dire de l'individu. L'individu revendique sa production comme étant la norme, c'est-à-dire qu'il devient le prescripteur, et comme si on est en train de devenir 300 000 prescripteurs. Et bien sûr que là, on s'éloigne de l'universel, du dialogue entre les langues, et là on rentre dans une dynamique de clocher finalement que la polynomie et la théorisation de la polynomie avaient contenu. Se pose la question, puisque pour le locuteur ou le corse, c'est difficile de sentir la différence entre variation et norme plurielle. Moi, j'ai beaucoup de difficultés dans mes enseignements en dehors de l'université. J'ai fait beaucoup d'enseignements de formation tout public, d'expliquer que la polynomie, c'est pas la variation, et à la fois parce que la polynomie a décidé aussi de représenter de manière géographique dans les manuels scolaires cette variation. Et comment on va peut-être restandardiser, réexpliquer, redynamiser le principe que la norme polynomique, c'est autour d'une langue qui est par essence un objet collectif. Però el cas és que aquestes llengües comparades amb l'espanyol, amb el francès, llengües hipernormalitzades, tenen un futur, han de desaparèixer. Sí. Jo he començat callant, però ara estic monopolitzant. Sí, bé, si tenen futur, i tant que tenen futur. És a dir, avui en dia hi ha, diria jo, una lluita ideològica, un debat, una tensió important entre, d'una banda, una globalització que avui ens està caient al damunt i ara n'estem patint uns efectes que ens han anat entrant de manera sigil·losa i ens han arribat a llengües com el català, que pensàvem que les teníem en determinats territoris amb un cert grau de solidesa. Veiem que nadem contracorrent en el món de la globalització, posem per cas, amb noves dinàmiques comunicatives a les quals hi som alienes, etc. Però alhora també hi ha al món l'emergència d'unes ideologies, d'unes sensibilitats que intenten deslegitimar aquells processos de substitució lingüística que s'acaben impulsant des d'aquestes llengües grans. Per tant, tenim també una sensibilitat, una ideologia al nostre favor que hem de ser capaços d'aprofitar-la. Hem de ser capaços d'aprofitar-la. No ho tindrem fàcil, no ho tindrem gens fàcil. I també us diré una cosa, en el cas de la llengua catalana, posem per cas, de vegades diem amb una certa èpica, en un sentit èpic, diem el català se salvarà, només se salvarà si se salva a tot arreu. Escolteu, el català només se salvarà si se salva a tot arreu, doncs jo tindria els meus dubtes de la seva possibilitat de supervivència. El català se salvarà allà on hi haurà una consciència social majoritària a favor de la seva revitalització. I això és clau. Això és clau, intentar aconseguir l'adhesió de tants de parlants o no parlants com siga possible. José Enrico Gargallo, ell s'ha mostrat com un exemple, en definitiva, de persona que s'ha incorporat a la llengua. Una llengua minoritzada que té la voluntat d'hegemonitzar-se en el seu territori, que creu en ella i vol tirar endavant un procés de normalització important, ha de preveure l'arribada de nova gent. Ha de preveure l'arribada de nous parlants, procedents no només de l'àmbit castellanoparlant, ara de 300 àmbits lingüístics més. Sí, José Enrique. Anava a dir una altra cosa, però el que acaba de dir el company Miguel Àngel Pradilla, a qui considero
en el sentit més estricte compatriota, perquè la seva pàtria d'origen, Rossell, és la pàtria d'origen de la meva esposa i per tant jo també sóc rossellà. I això és molt bonic i som al límit de la valencianitat septentrional, però ningú no diria que la llengua canvia, ni els recalcitrants secessionistes no notarien que de l'altra vora, de la banda nostra, del Sénia, es parla una altra llengua perquè no ho sabrien notar. Deia que aquí alguna persona que procedent d'Astúries parla la llengua catalana. No sé si serà tan fàcil trobar neoparlants de cors. Un asturià parla cors. Jo sé que hi ha un català que parla asturià, el senyor Jordi Llavina, i aprofito per dir que aviat hi haurà, no s'ha publicitat, una lectura de poesia, com es va fer aquí, reversa, de versos reversos, en què una persona asturiana llegirà en català, Clàudia Menéndez, i una persona catalana, una persona asturiana llegirà en català, ho he dit bé, i una persona catalana llegirà en asturià. Vull dir, encreuem-lo, reciprocitat. Que l'espai català, el lloc on vivim, la ciutat que a mi m'ha acollit, permeti trobar gent que parla amb mi, que no soc català, no parlant de llengua mamada, de mare, això és fabulós. Que tu trobis gent de tots els colors que parlin la llengua, això és fabulós. Jo no sé si això és viable o esperable en el cas del cor, si és una cosa que deixo caure aquí. Seria pensable que un senyor nascut a Astúries per alguna raó anés a parar a Còrsega i acabem parlant cors? Això és una pregunta. I una altra que jo voldria fer, perquè a mi, com sap en Miquel Àngel i alguns que em coneixen una mica, a mi m'agraden les fronteres transcendibles, no sagnants, les fronteres que permeten, per exemple, la frontera entre la terra i el mar. Sense això no hi hauria illes. El mar pot ser una frontera, però pot ser una frontera que és un lloc de pas, que és un pont, pensant en l'etimologia indoeuropea, de pont i de pontos. On s'acaba la corsitat? La corsitat es redueix a l'illa de Còrsega. Jo sé que hi ha illes entre Còrsega i Sardenya que parlen varietats pròximes al cors. Capraia, Magdalena... Agadura. Molt bé. I d'altra banda, voldria, no està previst que jo pregunti, però em permeto la llicència, com percebeu l'entitat lingüística del nord de Sardenya, és a dir, del sassarès i del gal·lurès? Podríem preguntar, és cors? És semblant al cors? Forma part de la corsitat lingüística? Gràcies. Francesco Marie. D'un point de vue linguistique, bien sûr qu'on la valorise. On valorise le fait qu'il y a cette unité corso-sarde, donc, puisque les parlers corses se poursuivent dans le galourais, le madalenino et la variété de sarde. Il y a même donc il y a depuis longtemps sur la question de la poésie et sur la création littéraire, il y a des échanges. On pourrait se poser la question d'un travail en commun sur la codification orthographique, par exemple. Mais vraisemblablement, certains linguistes ont proposé de s'appuyer sur le modèle corse, sur le modèle Intricciate Cambiari, mais là, d'un point de vue sociolinguistique, vraisemblablement, les Galourais ne sont pas prêts. Donc, et à la fois, bon, en Sardaigne, il y a aussi toute une dimension sociale et une représentation de l'histoire, où il y a aussi dans les mouvements associatifs presque un courant négationniste qui nie en fait le continuum linguistique entre les variétés corses de l'île de Corse et les variétés du nord de la Sardaigne. Si je peux dir, m'ha vingut al cap ara que una persona que va morir l'any passat, Fiorenzo Toso, es va dedicar a estudiar el Madalenino, el Bonifaccino, en fi, i va escriure un llibre que jo recomano a tothom, que té un títol fabulós, La Sardenya que non parla sardo. Per tant, la Sardenya septentrional, que parla alguna cosa que és afí, que té un contínuum. La mar allà és molt estreta, està molt a prop. Quan passem en avió cap a Itàlia, passem per l'Ostintino i veiem, per una finestra veiem Còrsega i per l'altra finestra veiem Sardenya. Pasquale.
Voilà. En ce qui concerne le galouret, l'histoire explique bien la présence en fait, d'un continuum avec la variété de l'extrême sud. Bon. Il y a des raisons historiques à ça, et on va pas y revenir. Mais il faut considérer quand même également l'histoire globale des deux îles, donc qui ont regardé l'une par rapport à l'autre vers deux continents différents. Ce qu'on appelle le continent, hein, c'est évidemment ce qu'on appelait la terraferma, donc les métropoles respectives. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, si vous voulez, les frontières, dans les esprits, dans les représentations, elles sont installées. Ce qu'on a installé dans les populations européennes en général, partout, c'est l'idée d'une frontière, de barrières, de douanes, de gendarmes, de contrôle des papiers, etc. Bon, vous savez la situation qu'on vit à l'heure actuelle, mais ça n'était pas le cas jusqu'au XIXe siècle, ou en tout cas pas de façon aussi accentuée. Donc, la fin du XIXe siècle, le XXe siècle, a érigé en doxa, en réalité incontournable, et a créé une forme d'impensable autour d'un possible effacement des frontières. Regardez la difficulté que l'on éprouve dans la construction de l'Union européenne, qui a pourtant commencé depuis très longtemps. Bon, il y a quand même un conflit de souveraineté entre une entité supra-étatique et des États qui, en plus, dans la situation de la globalisation, essayent de trouver des nouveaux repères, ce qui est loin d'être évident, face à la constitution de nouveaux empires mondiaux et donc de nouvelles influences politiques, économiques, commerciales. Bon, donc, il y a une vraie réalité linguistique, et quand on parle avec des galourets, l'intercommunication se fait sans difficulté. Ajouter à une forme de sympathie. Est-ce qu'on peut aller au-delà, en dehors de quelques initiatives locales? Pour l'instant, c'était extrêmement difficile, parce que la situation est ce qu'elle est. Voilà. Donc c'est difficile de revenir dessus. Mais il est certain aussi qu'il y a sans doute un grand travail de toilettage à faire dans les esprits de beaucoup d'écoliers européens, en proposant des relectures de l'histoire. Des relectures de l'histoire qui ne correspondent pas, ou plus systématiquement, à ce qu'on appelle en France le roman national. Voilà. Donc, regardez les problèmes qu'a la France par rapport à l'immigration, à relire sa propre histoire de la colonisation. Et ça, c'est un nœud qui est terrible, parce qu'il y a des tensions sociales qui se transfèrent sur le terrain ethnique ou sur le terrain culturo-religieux, qui viennent de cette impossibilité à revenir de façon critique sur l'histoire de la colonisation, ce que certains pays ont réussi à faire. Pour l'instant, en France, ce n'est pas encore le cas. Bon, donc, il y a un travail à faire pour éclairer les esprits. Il y a quelques jours, j'étais avec un ami à Nice, et j'ai participé à un colloque, et on a pu assister le soir à un colloque sur les langues régionales. Une représentation théâtrale extrêmement savoureuse en Issar, donc, qui est une variété de l'occitan. Et bon, la dynamique de la pièce a fait qu'on comprenait l'évolution dramatique, mais également, pour nous autres Corses, une partie de ce qui se disait en Issar. Donc, si vous voulez, en s'accrochant à droite et à gauche, on n'a pas eu vraiment de difficulté à comprendre cette pièce et à la savourer. Bon, très bien. Et nous étions avec cet ami, dont la mère, cet ami qui a notre âge, et qui m'a dit, sa mère est décédée, elle ne parlait pas nissar parce que ses parents n'ont pas voulu. Donc vous voyez à combien ça remonte. Mais quand les parents étaient en colère entre eux, ils n'avaient qu'une langue pour se disputer, c'était le nissar. Voilà, donc c'était le sang qui parlait. Mais si vous voulez, les Français, mais c'est vrai ailleurs, ils ont été construits par ça, par une réalité qui a disparu, qui s'est effacée, et dont personne ne leur a jamais parlé. Les petits Français n'ont jamais entendu parler de la réalité linguistique de la France. Personne ne le sait. À la télévision française, dans les médias, vous n'avez pas un journaliste qui a un accent régional. Et vous aviez
Oui, il y en a eu un. Il n'y en a même plus. Vous avez un feuilleton français qui s'appelait Plus belle la vie, qui a été tourné à Marseille, dans lequel il y avait un acteur qui avait l'accent marseillais. Un. Et les acteurs de la région de Marseille, pour pouvoir avoir un contrat, pour décrocher un contrat, suivaient des cours pour détimbrer leur voix. Vous voyez jusqu'où ça va. Mais si vous voulez, quand vous avez de telles pratiques, vous modelez aussi les esprits. Et donc vous fixez de nouveaux horizons. Et encore, on a un proverbe qui dit ceci. Un è vero ciò che è vero ciò che pare. N'est pas vrai ce qui est vrai ce qui semble l'être. Et ça pose le problème des représentations. Si vous voulez, au-delà du problème de la langue, des variétés, il y a un problème global de représentation auquel il faut s'attaquer. Et maintenant, je finirai sur un point pour revenir, si vous voulez, je vais faire le chemin en sens inverse, à propos de la langue, de la variation, des variétés, de leur respect, et de l'entretien d'une dynamique entre toutes celles-ci. Si vous voulez, à un moment donné, quand on veut institutionnaliser, dans une certaine mesure, pour gagner ensemble, il faut accepter de perdre un peu. Tout le monde. Alors le problème, c'est le problème de la perte collective. Il faut que tout le monde accepte de perdre pour gagner ensemble. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on veut construire une langue à un certain niveau institutionnalisé dans des pays modernes, dans des sociétés modernes, on est obligé de parvenir, vis-à-vis de cette langue et de la représentation que cette langue donne du monde, à un certain degré de généralisation par rapport à sa propre identité. On est obligé de s'en défaire un peu. Donc, si vous voulez, il y a une dialectique, là, un jeu de balance entre universalisme et, en quelque sorte, la forme extrême, le localisme. Mais on est obligé de dépasser notre propre appartenance. Parce que si on veut faire du commun, il faut qu'on accepte de perdre pour construire ensemble. Ma crec que podria ser la paraula del final. Esperançadora, no ho sé, espero que sí, no? que sigui possible. I una altra vegada voldria donar les gràcies a l'Ateneu per rebre aquests meravellosos exponents de la llengua catalana i de la llengua corsa. Gràcies, moltes gràcies.